La saison 3 de Squid Game commence pile au moment où s'est terminé le final de la saison 2. Jian alias le joueur numéro 456 a survécu au soulèvement raté mais il a perdu son meilleur ami d'enfance Jimbe. On le connaissait depuis la toute première saison. Le résumé complet des 2 premières saisons est dispo via le lien dans la description ou directement sur ma chaîne. Dès les premières secondes, on assiste au retour au calme. Les soldats en rose reprennent le contrôle du bâtiment. L'agent numéro 11. Oui, c'est bien nous, l'animatrice qu'on avait découvert dans la saison précédente, s'approche du joueur 246, le père de la petite fille malade qu'on avait vue aussi. Elle lui murmure de fermer les yeux s'il veut rester en vie puis le déclare comme éliminé. La scène suivante confirme que le joueur de 146 a bien quitté le jeu. 2 soldats marquent sa caisse d'une croix pendant qu'un officier au masque triangulaire félicite la numéro 11, donc plus de secrets. Ensuite, un nouveau coffre est amené dans la salle d'attente des joueurs. À l'intérieur, notre héros J1. D'abord, tout le monde pense qu'il a été éliminé. Mais la joueuse 120, la femme trans qu'on connaît bien, vérifie son pouls et confirme qu'il est encore en vie. On l'installe sur un lit, il reprend conscience, complètement sonné, regarde autour de lui et cherche les autres. La joueuse 120 lui explique qu'il ne reste que 3 personnes du groupe des protestataires, elle-même, Dao et Jun. Elle précise que ce sont les soldats en rose qui l'ont ramené dans ce coffre il y a 2 heures. Peu après, les soldats font une annonce. Le nouveau montant de la cagnotte est de 39 milliards de W, soit environ 28 millions de dollars. Et il ne reste plus que 60 participants. Furieux, Jian veut comprendre. L'animateur Ino observe la scène depuis un écran. C'est lui qui la saison dernière s'était fait passer pour un joueur lambda sous le nom de Yeon-il. Il regarde Jian calmement, un verre de whisky à la main. Dans la scène suivante, un vote est lancé pour décider si le jeu doit continuer. Et cette fois, on commence par le dernier joueur. Divin ne bouge même pas. Toujours sous le choc, il est paralysé par la perte de ses amis et littéralement menotté à son lit. Son vote n'est donc pas pris en compte puisqu'il ne participe pas. Résultat, la majorité décide de poursuivre le jeu et forcément ça fait grimper la cagnotte. Plus tard, le joueur numéro 100, ce vieux monsieur complètement fauché qui devait environ 10 milliards de won, se met à rire et balance à Jian. Est-ce que c'était ça son plan ? Éliminer la moitié des membres de l'équipe des Croix. Les autres joueurs de l'équipe des Ronds se foutent aussi de lui et on les comprend. À cause de ce soulèvement raté qui a coûté la vie à pas mal de joueurs côté Croix, eux ont eu la voie libre pour faire pencher le vote en leur faveur. C'est à ce moment-là que la fameuse voyante s'approche de Guillaume. Et elle n'y va pas de main morte. Elle lui dit qu'il a été stupide et que par sa faute, beaucoup trop de joueurs ont été éliminés. Elle prédit même qu'il va souffrir jusqu'à la fin de ses jours avant de disparaître. Guillaume pète les plombs, il lui saute à la gorge mais d'autres joueurs interviennent à temps pour l'empêcher d'aller plus loin. Puis le calme revient et c'est l'heure du petit-déj. Pendant que les autres mangent, le joueur 124 Namu, l'ami de Thanos qu'on a perdu lors du jeu précédent, avale une pilule qu'il avait planquée dans le collier de Thanos lui-même. Le joueur 333 Myonji se dirige vers la joueuse 222 Jun et lui file sa portion de pommes de terre parce que si vous vous souvenez bien, elle est enceinte et c'est lui le père. Un peu plus loin, le joueur 149 approche Gun, toujours attaché à son lit et lui offre ses pommes de terre. Aussi, la vieille femme présente dans le groupe le regarde et lui dit qu'elle sait très bien. Il a fait tout ça pour sauver les autres. Ensuite, la joueuse 120 s'excuse. Elle aurait dû ramener des munitions. Mais le joueur numéro 7 la dédouane immédiatement. Ce n'est pas elle, dit-il, c'est Dao. Parce que lui et même sa propre mère l'ont vu. Dao avait bien trouvé les munitions, mais il s'est recroquevillé dans un coin complètement figé par la peur. Et même si la joueuse 120 avait pu apporter les munitions aux autres, les soldats en rose des silencieux. Puis lentement, il tourne la tête et fixe Dao. Ce dernier est là en train de manger tranquillement sans aucun remords. De l'autre côté, on voit les soldats faire semblant de brûler la boîte marquée d'une croix, une mise en scène, ni plus ni moins. Puis l'officier en rose emmène le soldat numéro 11 dans la salle d'opération et là, elle découvre le joueur 246 allongé sur une civière. L'officier explique aux autres que désormais la numéro 11 est avec eux, qu'ils doivent lui faire confiance. Pas tous ne sont convaincus. L'un des soldats rat en disant qu'à cause d'elle, ils ont perdu de l'argent et là tout bascule. La numéro 11 enlève son masque. Au moment où il s'apprête à ouvrir le corps du 246, elle s'empare d'un fusil automatique et élimine toute la salle. Seul un survivant reste en vie, un médecin. Il lève les mains. Il voulait juste la récompense, rien d'autre. Elle lui lance un ultimatum.
Soit il sauve le joueur 246, soit il subira le même sort que les autres. Pendant ce temps, sur le bateau, on réalise qu'un membre d'équipage manque à l'appel. Le capitaine Park, oui, celui qui l'avait balancé par-dessus bord la saison dernière, déclare que peut-être il est juste tombé après avoir un peu trop bu. À ce moment-là, intervient, il raconte avoir entendu une conversation étrange puis être monté sur le pont où il a aperçu le capitaine Park. Le détective Juno pense aller fouiller les environs, mais il se ravise vite. L'océan est immense, ça ne servira à rien. Finalement, l'équipe décide de recruter un nouvel opérateur de drone une fois au port. Apparemment, il y en a plein là-bas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'ancien opérateur n'était pas si loin. Il était là et surtout, il est toujours en vie. Plus tard, Woos confie à Juno qu'il a vu le capitaine Park la nuit précédente sur le pont avec un tournevis à la main. Ça lui paraît louche, mais Juno n'en fait pas grand cas. Il pense juste que Wow avait un peu trop forcé sur la bouteille. Le lendemain matin, Jun n'a pas dormi une seule seconde. Il est rongé par la colère depuis qu'il a appris que le soulèvement avait échoué à cause de Do et il ne peut pas s'empêcher de le fixer. Les yeux pleins de haine. Deo le sent. Il baisse légèrement la tête. Les joueurs sont ensuite conduits vers la nouvelle salle de jeu. En montant les escaliers, ils passent devant les corps de ceux qui ont participé à la révolte de la saison précédente. Les organisateurs expliquent que cela leur est arrivé parce qu'ils ont tenté de mettre fin au jeu. Parmi ces corps, Guin aperçoit celui de son ami d'enfance, Jimbe. Les joueurs entrent dans la salle de jeu. On leur annonce que cette fois, ils seront répartis en 2 équipes et ce totalement au hasard. On voit le joueur numéro 124, Juni et la vieille dame tirer des billes rouges. De leur côté, le joueur 120, le chaman et le fils de la vieille dame tombent sur des bleus. La vieille dame rassure son fils. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Guin lui aussi hérite d'une bille rouge. Deo en revanche tombe sur une bleue. Un soldat en rose avec un carré sur le masque s'avance pour expliquer les règles du prochain jeu. Il s'appelle cache-cache. Le principe est simple. Les joueurs de l'équipe bleue seront enfermés dans un espace clos et devront y trouver une sortie. Le but ? S'échapper. Les joueurs de l'équipe rouge, eux, devront tenter d'en neutraliser au moins un parmi les bleus pour pouvoir continuer l'aventure. S'ils n'y arrivent pas, c'est eux qui seront éliminés. Ils ont 30 minutes. Panique du côté de la vieille dame et de son fils. Les organisateurs précisent un détail supplémentaire. Chaque joueur bleu recevra une clé. Elle servira à ouvrir les différentes portes sur le parcours. Mais une règle importante, les portes ne peuvent pas être refermées à part la porte principale, celle qui mène à la sortie. Quant aux rouges, eux reçoivent des couteaux. Évidemment, le débat s'enflamme. Certains rouges trouvent que les bleus sont avantagés. D'autres bleus trouvent que les rouges ont l'avantage. Résultat, on leur donne la possibilité de s'échanger leurs couleurs, mais uniquement sur la base du volontariat avant le début du jeu. La clairvoyante commence à se faire une petite troupe de fidèles. Élise affirme qu'elle saura trouver la sortie grâce aux dieux qui vont lui montrer le chemin. De son côté, le jour numéro 125, Minsu se fait approcher par le joueur 124. Il lui balance que c'était un vrai plaisir amer d'échanger les couleurs. Il n'a pas confiance. Il pense qu'elle n'a pas la force de mettre quelqu'un en jeu et lui rappelle qu'elle ne s'est même pas défendue quand son père l'a frappée. Après ces mots, ils échangent leurs billes. Le joueur numéro 100 propose à Guillain d'échanger leurs billes, mais Guillain le fixe avec une expression glaciale remplie de rancune. Le jour s'en finit par s'éloigner. Peu après, Guillain échange un nouveau regard lourd de sens avec Deo. De son côté, Deo tente de proposer sa bille bleue à quelqu'un de l'équipe rouge, mais personne ne veut devenir une cible potentielle. Personne ne veut prendre sa place. Alors, il s'approche de Gun et lui demande pourquoi il le regarde comme ça, avec autant de haine. Puis il va jusqu'à le tenir pour responsable de ce qui arrivait à Young Bae et aux autres. Pour lui, tout est la faute de Gun. À ce moment-là, un soldat en rose s'approche pour calmer Ro. Le jeu commence. Les organisateurs demandent à l'équipe bleue d'entrer la première en la zone de jeu pour qu'ils aient un peu de temps d'avance pour se cacher. La vieille dame glisse discrètement à son fils qu'elle a caché un couteau dans ses cheveux. Au même moment, la jeune femme enceinte échange finalement sa bille avec le joueur numéro 333. Elle lui demande de tenir sa promesse et de les protéger. Il lui répond qu'il la retrouvera quoi qu'il en coûte et qu'il la sortira d'ici. L'équipe bleue entre dans la salle de jeu. Ils ont 2 minutes pour se cacher et commencer à chercher la sortie. Le joueur numéro 100 lance une idée. Celui qui trouve la sortie en premier doit crier pour prévenir les autres.
Les joueurs approuvent puis ils se dispersent dans tous les sens. Pendant ce éliminé Thanos la saison précédente. Retour à l'infirmerie, le docteur annonce que le joueur numéro 246 a besoin d'une transfusion en urgence. Le soldat numéro 11 propose alors de donner son propre sang. La transfusion est réalisée. Mais juste après, le soldat numéro 11 élimine le médecin à son tour. Elle remet ensuite son masque et s'adresse au joueur 146. Elle veut le sauver. Elle décide de le déguiser en soldat numéro 16 pour qu'il puisse s'échapper avec elle. Pendant ce temps, l'équipe de Juno trouve enfin un nouveau pilote de drone. Juno reçoit un appel sur son portable. C'est lui qu'il ne rentrera pas avec eux. Il veut creuser un peu plus sur le capitaine Park. Il n'a pas confiance et ses instincts selon lui ne se trompent jamais. Juno explique alors au capitaine qu'a été retenu par des soucis familiaux. Mais en réalité, est assis dans un vieux camion et parle à un ami. Il lui dit que leur patron, Kim, n'est plus là. Souvenez-vous Kim, c'est celui qui faisait chanter Guin dans la toute première saison et qui a été éliminé par le recruteur dans la seconde. Dans la scène suivante, l'équipe rouge entre dans la zone de jeu et se disperse pour traquer les membres de l'équipe bleue. Gun, de son côté, cherche désespérément Deo. Dès le début de la manche, le joueur numéro 124 avale une pilule et en propose une à Myonji qui refuse. Un peu plus tard, Guin manque de croiser Deo dans un couloir. Il passe à deux doigts de se retrouver face à Xangrave mais Deo parvient à s'échapper. De son côté, le joueur numéro 100 se retrouve coincé dans une cage d'escalier. Sa clé ne fonctionne pas avec la serrure. À ce moment-là, un autre joueur bleu arrive et on comprend que les serrures de la salle sont divisées en trois types, cercle, carré et triangle. Heureusement, la joueuse numéro 120 comprend immédiatement le principe et surtout son groupe possède les trois types de clés. La vieille dame et la jeune femme enceinte lui remettent leurs clés pour qu'elle puisse progresser plus vite. Pendant ce temps, Guin continue de chercher Deo sans relâche. Il reste encore 25 minutes avant la fin du jeu. Un peu plus loin, la vieille dame aperçoit à travers une fente dans la porte son fils errant dans la pièce à la recherche d'une cible. Les joueurs bleus essaient tant bien que mal de survivre. L'un d'eux finit acculé par les joueurs 124 et 333 qui l'éliminent ensemble. Le joueur 333 en profite pour lui subtiliser sa clé afin d'ouvrir d'autres portes. Minsu sort alors d'une pièce voisine. Il remarque que le joueur 124 a fait tomber un colis en forme de croix contenant des pilules. Un vestige de l'épreuve précédente surnommé le collier de Thanos. Minsu le ramasse et avale une des capsules. Un peu plus loin, le joueur tente de s'enfuir mais se tord la cheville en dévalant les marches. Il chute purdement. Pendant ce temps, un joueur rouge tombe sur le groupe composé de la vieille dame, de la femme enceinte et du joueur 120. Il exige qu'on lui livre la vieille dame en échange de la sécurité des autres. Mais le joueur 120 ne se laisse pas faire. Elle se jette sur lui, le neutralise et le fait sortir du jeu. De leur côté, le joueur 100 et son binôme poursuivent l'ouverture des portes à la recherche de la sortie. Mais soudain, un joueur rouge surgit dans un réflexe brutal. Le joueur S pousse son partenaire à l'extérieur et referme la porte derrière lui. Son coéquipier est éliminé sur le coup. Lui, en revanche, reste à l'abri et récupère sa clé. En parallèle, les joueurs 124 et 333 éliminent encore un autre joueur bleu. Et finalement, les organisateurs annoncent la fin du jeu. L'épreuve est réussie. Le joueur 333 se lance immédiatement à la recherche de la jeune femme enceinte comme il l'avait promis au début du jeu. De son côté, le joueur 124 essaie de le convaincre de continuer à éliminer d'autres participants. Plus ils en sortent, plus la récompense finale sera grande et surtout plus il y aura de bleus éliminés, plus la future maman aura de chances d'aller plus loin dans la compétition. Pendant ce temps, Guidun, complètement déboussolé, continue de chercher Deo, mais ce dernier se fait attaquer par un autre joueur rouge. Il est blessé à la jambe et une lutte s'engage. Au bout d'un moment, Deo prend l'avantage et neutralise son adversaire. De leur côté, le groupe de la joueuse 120 arrive dans une nouvelle pièce. Ils découvrent que la jeune femme enceinte s'est blessée à la cheville. Elle les supplie de la laisser là, expliquant qu'elle ne ferait que les ralentir. Mais à ce moment-là, c'est se rompent. L'accouchement est imminent. Il reste alors 15 minutes avant la fin de l'épreuve. Pendant ce temps, le fils de la vieille dame erre toujours à la recherche d'un joueur bleu à éliminer. Et soudain, la chance tourne en sa faveur. Il tombe nez à nez avec un bleu. Celui-ci le supplie de l'épargner, racontant que sa mère est gravement malade et qu'elle l'attend chez eux. Mais c'était un piège. Il l'attaque par surprise, lui arrache même son couteau. Heureusement,
un autre joueur rouge intervient de son côté, la voyante et ses fidèles poursuivent leur quête pour trouver la sortie. Elle entre dans une salle et en ressort quelques secondes plus tard, complètement paniquée. Juste derrière elle, les joueurs 124 et 333 surgissent et éliminent tous ses compagnons. Sur l'escalier, la voyante croise Goon. Elle lui raconte avoir vu le joueur Deo, blessé à la jambe, laissant une traînée de sang derrière lui. Elle est convaincue que Guillain pourra le retrouver en suivant cette piste. Sans perdre une seconde, Goon se met en marche. Un peu plus loin, la voyante croise Minsu. Il a totalement décroché de la réalité. Il lui demande si elle n'a pas vu Smee. Terrorisée, elle s'enfuit dans une pièce voisine où elle découvre par hasard la véritable sortie. Mais pour l'ouvrir, il faut posséder les 3 types de clés. Elle se remet en route, laissant des flèches dessinées sur les murs pour ne pas se perdre. De son côté, le joueur 100 aperçoit les silhouettes de 124 et 333 qui approchent. Comprenant qu'il n'a aucune chance à eux, il s'allonge au sol et fait semblant d'avoir été éliminé. Le joueur 124 vient vérifier, le voit immobile et passe son chemin. C'est là que la voyante retrouve le joueur 100 allongé au sol. Elle s'approche discrètement pour lui prendre son collier de clés. Mais surprise, il est encore vivant. Elle lui explique qu'elle a trouvé la sortie mais qu'il lui faut absolument les clés pour l'ouvrir. Il accepte de l'aider. Ensemble, ils ouvrent la fameuse porte menant à l'extérieur. Mais au dernier moment, le joueur 100 se faufile à l'intérieur et retire une des clés, refermant ainsi la porte derrière lui et laissant la voyante enfermée dehors. C'est alors que Minsu fait irruption dans la pièce. Il est en plein délire total. Les pilules ont eu raison de lui. En hallucination complète, il prend la voyante pour le joueur 124. Ne comprenant rien à la situation, elle l'insulte, ce qui s'avère être une grosse erreur. Dans sa confusion, Minsu l'élimine du jeu, persuadé de s'être débarrassé du mauvais joueur. Pendant ce temps, dans une autre partie de la pièce, la vieille dame aide la jeune femme enceinte à accoucher. La caméra se tourne vers le nouveau-né et là, moment de gêne absolue, le bébé en image de synthèse est tellement mal fait qu'on se croirait revenu à l'époque de René Smilite. Un clin d'œil involontairement comique qui casse un peu l'émotion de la scène. Mais pas le temps de souffler. Un joueur rouge débarque dans la salle. La joueuse 120 se lève d'un bond et engage le combat. Une vraie bagarre éclate, intense et brutale. Elle parvient finalement à neutraliser son adversaire. Mais à peine a-t-elle repris son souffle qu'un deuxième joueur rouge entre dans la pièce. En voyant le chaos ambiant, il préfère faire demi-tour aussitôt. La joueuse 120 repère alors une porte avec l'inscription sortie. Elle a toutes les clés en main, elle l'ouvre et reste figée. Elle pourrait fuir maintenant, gagner, survivre, mais à la dernière seconde, elle fait volte-face. Impossible pour elle de partir sans ses amis. Elle retourne en arrière et trouve la vieille dame et la jeune maman. Elle leur dit qu'elle a trouvé la sortie, mais pile à ce moment-là, elle reçoit un coup en traître en plein dos. Elle est éliminée sur le champ et celui qui l'a sortie du jeu, c'est Monji. Il jette un œil rapide à la pièce, il voit la femme enceinte et son propre bébé, mais comme le joueur 124 rôde encore à proximité, il n'a pas le choix. Il fait semblant que la salle est vide. La vieille dame s'approche du corps de la joueuse 120. En larmes, elle ramasse ses clés et dit à la jeune femme enceinte qu'elle doit foncer vers la sortie tant que l'endroit est encore calme. Car un nouveau-né, ça ne passe pas inaperçu. Elles atteignent enfin la fameuse porte, mais la vieille dame hésite à manipuler les serrures et c'est pile à ce moment-là que son fils fait irruption dans la pièce, prête à éliminer la future maman. La vieille supplie son fils de l'épargner, lui proposant de prendre sa place, mais il fonce quand même sur Juni. Juste avant qu'il ne passe à l'action, la vieille dame prend une décision terrible. Elle frappe son propre fils dans le dos et le sort du jeu. Il s'excuse dans un souffle. Puis le temps imparti pour l'épreuve arrive à son terme. Les soldats en rose apparaissent. La vieille dame les supplie de l'éliminer à la place de son fils, but il reste impassible. Et un coup de feu retentit. En parallèle, Guillain parvient enfin à retrouver Deo caché derrière une porte. Deo lui explique qu'il voulait aider tout le monde, qu'il n'avait pas l'intention de trahir. Mais Guillain l'accuse d'avoir saboté la révolte. Et soudain, Deo sort un couteau, celui qu'il avait récupéré plus tôt sur un autre joueur rouge. Le ton monte et le conflit est figé, vide et submergé par les émotions. Et si Deo avait raison? Et si finalement la vraie faute les revenait à lui? Et par cette idée, Guillain prend une décision folle. Il s'apprête à s'auto-éliminer mais à la dernière seconde, un garde intervient, il tire sur le couteau pour l'en empêcher puis l'assomme d'un coup sec. Dans la scène suivante, les gardes éliminent les joueurs rouges qui serrent.
Et la twist, on découvre que ces soldats étaient en réalité des invités VIP déguisés en garde, une idée du maître du jeu pour leur offrir une expérience ultra immersive. Et ça marche. Ils sont ravis, ils applaudissent, ils remercient. Ils se sentent comme s'ils avaient participé à une véritable chasse à l'homme. De son côté, attend, visiblement impatient de voir arriver la jeune femme enceinte. Pendant ce temps, le joueur 124 vit un véritable effondrement. Il a perdu son collier de pierre du pouvoir façon Thanos et il entre en crise de manque. Il tremble, il supplie les gardes de le laisser sortir, promet qu'il va juste faire un aller-retour. Évidemment, il refuse et là, surprise, la vieille dame débarde dans la pièce avec la jeune maman et le bébé dans les bras. Le nourrisson se met à pleurer et toute l'attention se tourne vers eux. De son côté, Guillaume est toujours menotté à un lit silencieux, l'esprit ailleurs. Un garde portant un carré sur son masque entre dans la pièce et annonce les chiffres. Le jackpot atteint désormais 43 milliards de WS, soit environ 31 millions de dollars américains et il ne reste plus que 25 joueurs. S'il décide d'arrêter le jeu ici, chacun repartira avec un ARD 700 millions de W, soit près d'1 million de dollars par tête. Un vote est lancé. Les VIP sont convaincus que les joueurs vont arrêter là maintenant qu'un bébé est né au beau milieu du jeu. Mais le maître du jeu n'est pas du même avis. Selon lui, l'appât du gain est plus fort que tout. Il est persuadé qu'ils iront jusqu'au bout. Cette fois, le joueur 124 est prêt à partir. Mais Minsu, lui, veut en découdre. Il veut l'éliminer pour venger ses miss. La vieille dame, elle tente de raisonner tout le monde. Elle supplie les joueurs de mettre fin à ce cauchemar. Elle leur rappelle que Junie vient d'accoucher, qu'un bébé a besoin de soins, de lait, d'un médecin, de couches. Elle parle au nom de toutes les mères et demande qu'on arrête avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est trop tard. Eux discutent de ce qu'ils viennent de voir. Certains trouvent le discours de la vieille dame bouleversant, mais un autre VIP ironise en disant qu'elle perd un peu la tête. Après tout, elle a elle-même éliminé son fils il y a quelques heures à peine pour sauver une femme qu'elle connaît depuis 2 jours. Alors que son fils, lui, elle le connaissait depuis plus de 20 ans. Plus tard, Junie présente ses excuses à la vieille dame pour ce qui s'est passé, mais celle-ci la rassure, ce n'est pas le moment de s'attarder sur le passé. Ce qui compte, c'est que la maman et le bébé soient en sécurité. Pendant ce temps, un des gardes informe ses supérieurs qu'après avoir inspecté la salle d'opération, il pense que le docteur aurait éliminé les soldats présents car leurs corps ont disparu. Tous les indices semblent aller dans ce sens. Le joueur de 146 est encore allongé sur la civière, ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. En réalité, c'est le docteur qui est sur la civière et le vrai joueur 146 a enfilé l'uniforme du soldat numéro 16. Un soldat masqué en noir ordonne qu'on amène le soldat 16 dans son bureau et qu'on retrouve la numéro 11. Mais elle est déjà là, juste derrière lui, arme au poing. Elle lui intime de les envoyer, elle et 16, patrouiller le périmètre dès le lendemain et d'organiser une sortie en bateau. Continue de scruter l'océan à l'aide d'un drone pour retrouver l'île. C'est à ce moment que Wu s'appelle. Il explique à Juno qu'après enquête, personne ne connaît Park, ni dans les docks, ni dans sa ville natale. Juno trouve cela étrange, mais pas encore suffisant pour l'accuser, même s'il commence à regarder Park et d'un tout autre œil. Un peu plus tard, Park conseille à Juno de quitter la zone car la marée devient dangereuse. Mais le drone repère enfin un morceau de côte. Juno insiste pour s'approcher. Une fois sur place, il reconnaît l'endroit immédiatement. C'est ici, précisément ici, que son frère l'avait. La vieille dame confie à Gun que seuls les gens bien se sentent coupables quand tout s'écroule. Son fils jeune était comme lui, sensible mais en proie à ses démons. Il buvait souvent. Un jour, il est rentré complètement perdu et elle a craqué. Elle lui a crié dessus, lui reprochant de l'avoir mis au monde. Ce jour-là, il a failli mettre fin à ses jours. Elle l'a emmené à l'hôpital et a promis de tout faire pour qu'il survive. Et pourtant, ironie du sort, c'est elle qui l'a sorti du jeu de ses propres mains. Elle pose les yeux sur Gi-hun et le supplie de protéger la jeune maman et son bébé. Elle croit encore qu'il est venu ici pour les sauver tous. Le bébé, lui, n'a rien demandé. C'est pour ça qu'elle le supplie une lampe et une arme pliante. Dans la cour, un chien attaché surveille les lieux. À l'intérieur, il tombe sur une vieille photo. On y voit le capitaine Park aux côtés du recruteur qu'on avait déjà aperçu dans la saison précédente. Tout s'éclaire d'un coup. Park fait tout pour qu'il ne trouve jamais l'île. Mais soudain, le chien se libère et se jette sur lui. Un coup de feu éclate. Avant de quitter les lieux, Wog découvre sous la niche une pile de billets et un uniforme de garde. C'est louche. Très louche.
Et là, la police débarque. Ils l'arrêtent sur le champ. À l'aube, The Guard wake the players. L'officier en uniforme glisse discrètement à la numéro 11 la clé d'un bateau. Le plan semble dérouler comme prévu, mais plus tard, il apprend que le véritable joueur numéro 246 a disparu et que son corps a été remplacé par celui du médecin. Pourtant, la 11 et le 246 sont déjà partis en patrouille. L'ordre tombe immédiatement, les retrouver à tout prix. De l'autre côté, les joueurs se lèvent. Les gardes apportent un cercueil. C'est celui de la vieille dame qui s'est éliminée elle-même pendant la nuit, mais elle a du mal à marcher. Jien s'avance et lui propose de porter le petit. Elle accepte. Junv confie à Jun qu'elle pensait pouvoir reconstruire une famille, mais maintenant elle se sent responsable. À cause d'elle, la vieille et son fils ont été éliminés. Jun tente de la rassurer. Il lui dit que ce n'est pas sa faute. Puis il avoue qu'il a une fille mais qu'il n'a jamais su être le père qu'elle méritait. Pourtant, la voir grandir a été la chose la plus précieuse de sa vie. Alors, il lui promet de protéger ce bébé quoi qu'il en coûte. La scène s'ouvre sur les VIP. Installés confortablement, ils regardent tout ce qui se passe sur un grand écran. L'un d'eux se plaint d'avoir misé par erreur sur la joueuse numéro 222, celle qui s'est tordue la cheville. Évidemment, les autres se moquent de lui. Puis l'un des invités lance une idée. Et si un joueur arrive dans la salle de jeu? Les règles sont simples mais brutales. Ils ont 20 minutes pour traverser un gigantesque pont suspendu à l'aide d'une corde. Tous ceux qui n'y parviendront pas à temps seront éliminés. Jiwon propose à la jeune mère de traverser avec elle et de laisser le bébé derrière. Mais un garde en rose intervient. Il annonce que tous les participants, y compris le nourrisson, doivent franchir le pont. Autrement dit, l'enfant est désormais un joueur à part entière. Là, le joueur numéro 100 commence à crier qu'il faut bien un volontaire pour ouvrir la voie, mais personne ne se lance. Finalement, Jun prend son courage à deux mains et saute le premier. La mère, paniquée, lui confie son bébé. Pendant ce temps, Minsu tend au joueur numéro 124 son collier, celui avec les précieuses capsules, et le jette sur le pont. La déception lui fait perdre l'équilibre et il chute. Fin de la partie pour lui. Dun continue à avancer avec le bébé dans les bras. À mi-parcours, il vacille mais parvient à se rétablir et termine la traversée. Il crie à Juni qui le reviendra la chercher. Les autres commencent à le suivre un par un. Le joueur numéro 96 traverse à son tour mais pousse violemment celui qu'il suit. Pour lui, seul compte le gain. Résultat, tout le monde est forcé de sauter au même endroit. Le joueur sans essayer de négocier, lui proposant une part du pactole pour qu'il laisse les autres placer. Refus catégorique. Jun finit par le menacer de le faire tomber lui-même. Face à cette pression, le 96 finit par céder et laisse passer le groupe. Un peu plus tard, Dion aperçoit Jun. Elle ne lui a pas pardonné d'avoir éliminé la joueuse 120. Elle lui demande clairement de rester loin d'elle et de son enfant. Soudain, le 96 revient à la charge. Il tente de... Minsu et Monji parviennent à traverser. L'horloge tourne. Quand il ne reste plus qu'une minute, Jun décide de faire demi-tour pour sauver Juni, elle l'arrête. Elle lui dit de ne pas revenir. Elle a promis de protéger son enfant jusqu'au bout et préfère se retirer du jeu elle-même. C'est là que les VIP ont une nouvelle idée. Ils demandent à l'organisateur de rendre le bébé totalement autonome, un joueur à part entière. Le maître du jeu accepte et déclare que désormais l'enfant portera officiellement le numéro 222 à la place de sa mère. Ce sera bien plus intéressant pour la suite du vote. De retour dans la salle principale, les joueurs numéro 336 et 353 discutent. Ils ne sont plus que 8 et chacun peut repartir avec une jolie somme suffisante selon eux pour arrêter le jeu. À ce moment, un groupe de soldats en rose entre et annonce que la cagnotte a bondi à 44,7 milliards de W à répartir entre 9 joueurs et ils trouvent ça profondément injuste. Ils ont risqué leur vie, lui, il est juste né. Il s'adresse alors à Guillain voulant écarter le nourrisson du jeu. Mais les soldats interviennent. Désormais, aucune élimination n'est autorisée dans la salle principale. L'idée? Donner à chacun une chance équitable. Et pour renforcer les faits, les soldats offrent des tenues chics à tous puis les entraînent dans une fête en douceur prélude à la dernière épreuve comme dans la saison 1. Pendant ce temps, Juno pointant l'île suspecte sur sa carte propose au capitaine Park d'envoyer une patrouille des lobes. Park lui met en garde. La zone est sous surveillance de la garde côtière. Juno insiste à la police. Wozuk tente de dénoncer Park comme étant partie prenante d'une organisation qui kidnappe de gens pour ses jeux. Mais personne ne le prend au sérieux.
Plus tard, la police appelle espérant voler argent uniforme et photos compromettantes. Le nom du coupable, Wozok Park feint l'innocence. Juno demande alors qui est l'informateur. Park lude prétextant un ami qui l'aide pour des affaires privées. Puis Park appelle son équipage de bateau pour leur signaler qu'ils ont été repérés et donne l'ordre de couler de navire. Au poste, Wozok réussit à téléphoner à sa propre avocate mais s'enfuit en emportant le téléphone. Il contacte Juno via l'avertissant que Park n'est pas qui il prétend être. De leur côté, sur le bateau, Park fait liquider certains membres de son créneau. Juno, armé d'un harpon, tire sur Park avant que ce dernier ait le temps d'achever de manager. Avant de s'éteindre, Park mit en mur à Juno qu'il n'était qu'un exécutant des ordres d'Ino qui lui avait demandé de protéger Juno à tout prix. Il prévient aussi Juno ne s'en sortira pas, personne ne l'aidera. Juno soigne ensuite le manager blessé par balle. Il lui demande de l'aider à localiser l'île et lui parle de son frère Ino devenu maître du jeu sur l'île. The Manager répond que seuls ils ne pourront pas la trouver et que leur bateau ne suffira pas. Mais Juno a un flash. Park avait rayé de la carte une zone précise prétendant qu'il n'y avait rien là-bas. Juno comprend. C'est justement là que se cache l'île. Pendant ce temps, les 9 derniers joueurs encore en finale assistent à un festin royal organisé par les organisateurs. Les VIP, un peu inquiets à l'idée de poursuivre l'épreuve, sont rassurés par le maître du jeu. Tant qu'ils croiront pouvoir atteindre le round suivant, ils continueront. Puis le soldat au carré annonce les règles du dernier défi. Les joueurs auront le choix de désigner un minimum de 3 participants à éliminer. S'ils acceptent, les autres survivront et gagneront. En ce temps, les joueurs numéro 11 et 246 quittent l'île en bateau. Un officier appelle le soldat 11 pour lui demander de ramener le 246, expliquant qu'il connaît l'état de santé de sa fille. Le soldat 11 revient, mais dès l'arrivée, il demande à 246 de se diriger vers le nord et d'appeler la police dès qu'il débarquera car sa fille est en danger. Comment le soldat a-t-il appris cette info? Il se tait. Le joueur 246 part en mer. De retour dans la grande salle, un soldat en rose annonce à Jian que le maître du jeu souhaite lui parler. Le maître du jeu lui fait une proposition lourde de sens concernant son futur avec le bébé. Il déclare que le véritable enjeu, c'est l'enfant. Il pose un couteau sur la table et propose à Jun d'éliminer les joueurs déjà endormis pour mettre un terme au jeu. Jun demande pourquoi le maître lead à ce moment. Celui-ci retire son masque. Ce n'est autre que Yongilia Ino, le joueur numéro 1 de la saison précédente qu'on croyait éliminé. Yongilia Ino s'excuse pour ce qui est arrivé à Jimbe. Il explique que Jian peut achever les joueurs, mais que même s'il le fait, ça ne changera rien. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Il précise que le prochain jeu ne peut pas se jouer à 2. Pour qu'il reste, l'enfant et Guillain doivent rester seuls. Le maître du jeu questionne Adore paisiblement. Puis s'approche des joueurs endormis prêts à trancher leur passe. Le maître du jeu, verre de whisky en main, l'observe. On découvre alors en flashback que c'est Ino, lorsqu'il était encore joueur, qui avait reçu la même proposition du précédent maître du jeu, le vieil homme de la saison 1. Ilnam lui avait offert la chance de survivre à condition qu'il élimine les autres, ce qu'il avait fait. Maintenant, Ino souhaite tester Guin de la même façon car il juge qu'ils se ressemblent. Au moment où Guin s'apprête à passer à l'acte, il voit soudain le visage de Sebiok, la jeune femme de la saison 1. Elle supplie intérieurement de ne pas le faire car il est un bon homme. Guin abandonne, il baisse le couteau et s'éloigne. Le maître du jeu le regarde à travers des écrans ému aux larmes. Pendant ce temps, le maître du jeu le regarde à travers des écrans ému aux larmes. Pendant ce temps, à bord d'un bateau, le joueur 246 poursuit sa route. Sur l'île, le détective Juno arrive. Mais Ino, son frère et maître du jeu, lui ordonne par radio de faire demi-tour, sinon il sera éliminé. Pendant ce temps-là, la soldate numéro 11 fait irruption dans le bureau de l'officier et l'oblige à effacer toute trace du joueur 246 sur le serveur. L'officier s'exécute mais prévient qu'une copie papier existe encore dans les archives, accessible uniquement à lui et au maître du jeu. Dans l'ascenseur, l'officier au masque carré tente de lui arracher son arme. Il tombe au sol et commence à se battre. Il lui lance qu'elle essaie sûrement de sauver ce joueur pour racheter sa faute envers sa propre fille qu'elle aurait abandonnée. Elle le supplie de les laisser partir. L'officier répond qu'il pensait qu'ils étaient pareils, tous deux venus de Corée du Nord, tous deux ayant perdu un proche à cause d'une maladie grave. Mais il admet s'être trompé. Au moment où il reçoit un appel radio, la soldate tente d'accéder à l'ascenseur. L'officier lui lance qu'elle aura besoin de son masque pour le faire fonctionner.
Elle déclenche tout de même la cabine et dans un geste décisif l'écarte définitivement de la partie. Le matin suivant, les joueurs sont réveillés pour le tout dernier défi. Le joueur numéro 100 touche son cou, persuadé qu'il a été piqué pendant la nuit. C'est l'heure du jeu final. Tout monte dans l'ascenseur jusqu'à une plateforme carrée. L'épreuve s'intitule le jeu du calmar céleste. Les règles, un seul round par plateforme. Pour passer au niveau suivant, il faut réussir à faire tomber au moins un autre joueur. Mais aucune élimination ne survient dans les 15 minutes, tout le monde est disqualifié. Minsu commence à halluciner. Il croit voir Thanos s'accrocher au bord de la plateforme avant que la vision ne se transforme en jour 124. Mianji lui assiste à cette descente dans la folie sans savoir quoi penser. Les organisateurs expliquent que pour lancer le round, il faut appuyer sur le bouton rouge au sol. Le joueur s'en charge et le défi commence. Il met tout de suite en garde. Inutile de s'entretuer. Le joueur 353 propose une méthode plus juste. Voter pour éliminer la victime. Le candidat évident, le bébé, sa mère est déjà sortie du jeu. Le joueur 203e. D'après lui, personne ne peut tirer sur un nourrisson. Le père biologique Myonji reste silencieux. Il réalise rapidement que Guyan ne lâchera jamais le bébé, alors ils envisagent d'éjecter les deux, lui et l'enfant. Mais 353 rappelle la règle. Un seul doit tomber pour que les autres puissent avancer. Monji suggère donc de voter pour éliminer Minsu, jugé le plus fragile. Si Guyan protège le bébé, ils pourront s'occuper de lui dans le round suivant. Il s'approche de Minsu qui implore pour rester. Quand vient son tour de voter, le joueur 203 hésite. Il craindra que Minsu ne partage son sort avec lui. Puis remarque une barre métallique sous la plateforme, une arme potentielle. Minsu, pris de nouveau de vision, voit semi-surgir de nulle part. Il la supplie de pardon et finit par quitter le jeu. C'est lui qu'on pousse hors du plateau. Les joueurs se dirigent ensuite vers la plateforme suivante, reliée par un pont en métal. Myonji avertit, séparons Guyan du bébé d'abord. Le plan, éliminer le bébé ce round, puis Guyan le suivant. Monji intervient. Non, Gon ne lâchera pas. Mieux vaut forcer un choix. Alors que le joueur 203 s'apprête à lancer le round, le 353 manipule Lion. Il lui promet qu'il serait ciblé au prochain tour. Le doute s'installe. 353 change d'avis et renonce à le pousser. Le joueur tente de prendre la barre pour le faire mais 353 refuse. Résultat, le terrain d'entente échoue et une tension monte. Mi propose alors un jeu pierre-feuille-ciseaux pour désigner le pousseur. Le joueur 336 perd. Ils utilisent leur veste comme corde pour pousser Guiyun avec l'enfant vers le centre pour mieux les isoler. Le joueur 336 approche Guiyun fin l'équité puis propose un tirage à la courte paille. Le perdant tombera. Il rassure en disant que Guiyun peut piocher à la place du bébé, but Guiyun n'est plus naïf. Il demande les pailles. Sur la plateforme suivante, le joueur 336 agrippe Guiyun. Mais ce dernier sort le couteau que lui a donné Ino et coupe la corde. Les reliant. 336 tente de se justifier, affirmant qu'on l'a contraint à agir. Mais Yonggi surgit, brandit sa barre de métal et le pousse hors du plateau. Puis il assure Gun de son soutien. Le joueur 100 le plus âgé appelle à la retenue. Maintenant, ils peuvent avancer en toute sécurité en tirant à la courte paille. Mais Monji ne leur fait pas confiance. Les autres se rebellent, le trait de traître. Il explique qu'il a d'abord voulu fuir avec Juni, but elle ne lui faisait pas confiance. Désormais, il refuse de laisser son enfant seul. Finalement, il décide d'éjecter le joueur 39 plutôt d'En Guanhui, estimant que c'est plus sûr. Guan intervient et exige un tirage équitable. Le bébé désigné joueur 22 n'y participe pas. Les autres essaient de dissuader Monji, but la tension monte. Soudain, le joueur 203 s'élance pour prendre le couteau à Gun pendant que le 353 tente de dérober à Monji. Dans le chaos, Guan réussit à éliminer le joueur 203 et Monji le 353. Guan revient vers le bébé tandis que Monji, aux côtés du joueur, s'en fait croire qu'il soutient leur alliance. Il propose d'éliminer le 39 au prochain round, partageant même 1 milliard de won de sa part. Monji le sort alors du jeu d'un geste surprenant. Alors le run s'achève. Le joueur 39 reprend ses esprits, déclare qu'il refuse d'être un pion. Sur ces mots, il se retire volontairement laissant de survivants, Guan et Myonji. Pendant ce temps, la soldate numéro 11 découvre dans la cave le dossier complet du joueur 246. Un peu plus loin, les gardes en rose rattrapent ce même joueur sur un bateau et ouvrent le feu.
Il parvient à neutraliser un poursuivant, but manque de munitions face aux deux autres. Alors que tout semble perdu, le détective Junwoo et le manager surgissent. Ils le sauvent de justesse. Le joueur 246 révèle à Junwoo l'emplacement de l'île. John H en scaphandre plonge aussitôt vers la terre promise. Pendant ce temps, sur la reine Monji à J20 si le bébé va bien avant de s'éclipser vers une autre plateforme. Soudain, il exige que Guillain lui remette l'enfant. Jian refuse le comprenant. Monji compte le trahir pour empocher seul le pactole. Les VIP jubilent devant ce spectacle. Myongji traite J20 d'hypocrite, l'accuse d'être un manipulateur. Jian rétorque qu'il a promis à Junie la mère de protéger son bébé quoi qu'il en coûte. Foudrage, Monji insinue qu'ils avaient une relation personnelle. Gi-woon pensif pose délicatement le bébé au sol et recule. Monji s'empare de l'enfant et au moment où le pont commence à disparaître, Guin bondit pour le rejoindre. Le combat final éclate. Pendant l'affrontement vide. Si Jian n'obéit pas, Ju nul. Monji brandit un couteau, prêt à porter le coup fatal, but les deux perdent de l'équilibre. Jian parvient à agripper le rebord de la plateforme tandis que la veste de Myongji se déchire, il chute et est éliminé. Au premier abord, tout indique que Guin a gagné. Mais non, personne n'a appuyé sur le bouton central qui valide officiellement le round. Guillain s'en rapproche, appuie déclenchant le round final. Ils ne sont plus que deux. Lui, le joueur 456 et l'enfant joueur 222. L'un d'eux subira l'élimination, l'autre remportera le prix. Pendant ce temps, la soldate numéro 11 brûle les dossiers concernant le joueur 246. Avant de partir, elle jette un œil à son propre dossier, espérant y trouver des infos sur sa fille. Et là, l'horreur. Elle découvre que sa fille et son mari ont été éliminés par les services spéciaux nord-coréens alors qu'ils tentaient de fuir le pays. Sous le choc, elle détruit tous les autres documents, s'installe dans le fauteuil du leader et fixe l'écran. Elle y voit Guillain, l'enfant dans les bras. Il murmure que les joueurs ne sont pas des chevaux de course, but des êtres humains, avant de s'éliminer lui-même du jeu. Immédiatement, le leader ordonne l'évacuation. Un compte à rebours démarre. Tout va exploser dans quelques minutes. Inu alias le leader s'approche du corps de Gyun, retire sa propre masque en signe de respect et monte sur la plateforme pour récupérer l'enfant. C'est à ce moment précis que Junwoo surgit et lui demande pourquoi il l'avait sauvé autrefois. Mais Inu ne répond pas, il ne dit rien. Il s'éloigne en silence. Ensuite, on revoit des extraits de toutes les anciennes épreuves jusqu'à ce que la caméra s'attarde sur le visage de Guillain. Dans ses yeux, on voit le reflet de l'explosion. Puis plus rien, le feu consume tout. Un peu plus tard, quelqu'un trouve une pièce verrouillée, ouvre la porte et découvre une montagne de billets. Mais ce n'est pas le prix du jeu, c'est l'argent que Guin avait laissé dans l'hôtel à la fin de la saison 2. Mois passent, le joueur dessine le portrait de la femme qu'il a sauvée sans savoir qu'il s'agissait de la soldate numéro 11. À côté de lui, la fillette qu'il a protégée a survécu. No lui offre une sucette. Puis elle monte dans une voiture. Quelques secondes plus tard, elle reçoit un appel. Les communs l'attendent à la sortie. Dans la voiture, il parle de l'argent disparu de l'hôtel. Seules 3 personnes étaient au courant. Woo-sok, Junwoo et Guillain. Et là, Woo-sok jette un regard intrigué et demande « Et si Guillain était encore en vie ?» Plus tard, Junwoo rentre chez lui. Sur la table, il trouve un bébé ainsi qu'une enveloppe avec une carte de joueur et tout l'argent gagné. Le vainqueur, c'est l'enfant. Pendant ce temps, une femme débarque à Séoul. C'est la mère de Sebyok, la joueuse du premier volet. À la sortie, elle retrouve Chiol, le petit frère de Sebyok, la soldate numéro 11. Elle achète un billet pour la Chine. Elle part chercher sa fille. Le leader Ino visite à la fille de Gun. Il tient une boîte dans ses mains. Il lui dit que ça vient de son père, but la jeune fille, triste, répond qu'elle n'a plus de père. Elle en a trop longtemps attendu un qui n'est jamais revenu. Alors, Ino lui révèle que son père n'est plus là. Il lui remet la boîte et s'en va. À l'intérieur, elle trouve la tenue du joueur 456 et une carte bancaire avec l'intégralité de la somme que Guillain avait laissée, monte dans sa voiture et disparaît. Tout semble terminé, but bien sûr, ce n'est pas le cas. Dans la scène finale, on découvre les rues de Los Angeles. Le recruteur est de retour, jouant à son fameux jeu de comté, cette fois avec un sans-abri. Et de l'autre côté de la rue, on aperçoit le leader. C'est là qu'on comprend une chose, les jeux continuent. Et désormais, c'est aux États-Unis.